Dans la nature, la paix est une brève pause, un soupir entre les batailles. La savane africaine ne connaît pas de trêve éternelle, car son équilibre dépend d'une tension constante. La rivalité entre lion et hyène n'est pas une coïncidence du paysage. C'est le résultat de millions d'années de compétition féroce, où chaque rencontre, chaque confrontation sculpte les muscles, aiguise les sens et définit les stratégies. La guerre, dans ce contexte, n'est pas un événement isolé. C'est le battement de cœur qui maintient en vie deux des espèces les plus redoutables d'Afrique. Le lion a besoin de la hyène a besoin du lion. Et ce besoin ne repose pas sur la sympathie, mais sur une pression évolutive incessante. La guerre est d'une importance vitale pour l'équilibre. C'est le domaine de la vie ou de la mort, le chemin vers la survie ou la ruine. Il y a plus de 10 millions d'années, dans une ancienne savane, les ancêtres des hyènes et des lions se disputaient déjà le contrôle des proies et des territoires. Cette inimitié ne s'est pas forgée en un instant, mais au fil d'innombrables générations où chaque échec et chaque victoire a laissé sa marque sur les os, les griffes et les mâchoires. L'évolution ne récompense pas le confort. Seuls ceux qui affrontent des adversaires dignes de ce nom continuent de gravir cette chaîne éternelle. Chaque mare, chaque ombre d'acacia, chaque carcasse abandonnée est source de conflits. Pour les lions, les hyènes sont des intruses têtues qui cherchent à dérober le fruit de leur chasse. Et du point de vue des hyènes, les lions représentent la menace constante, la force brute qui empêche leur ruse de se traduire en nourriture. Ce n'est pas de la haine, c'est de la compétition. Et dans la savane, la compétition se mesure en termes de territoire, de nourriture et de ressources en eau, où chaque avantage est combattu jusqu'à la mort. La pression mutuelle a façonné leur corps comme s'ils étaient des sculptures vivantes de la sélection naturelle. Les mâchoires de la hyène, capables de broyer les os avec plus de force que n'importe quel autre mammifère terrestre, sont l'héritage de millions d'années d'exploitation du moindre lambeau d'une proie contestée. De son côté, le lion a perfectionné son corps pour l'impact. Sa musculature dense, son rugissement qui paralyse à distance, ses griffes conçues pour retenir même les proies les plus insaisissables. Et pourtant, si l'une des deux espèces venait à disparaître, l'autre perdrait le miroir dans lequel elle se mesure quotidiennement. L'absence de l'hyène ferait du lion un prédateur moins vigilant, plus vulnérable à l'insouciance. L'absence du lion ferait de la hyène un opportuniste incontesté, avec un corps conçu pour une guerre qui n'aurait plus de sens. Le déclin de l'un est le déclin de l'autre. La guerre entre lion et hyène n'est pas seulement un spectacle naturel. C'est un mécanisme d'amélioration, un laboratoire évolutif qui ne laisse aucune place à la complaisance. Chaque bataille, chaque embuscade déjouée, chaque charogne combattue est une leçon génétique transmise à la génération suivante. Dans ce duel perpétuel, l'évolution n'agit pas à l'échelle des siècles. Elle agit à chaque pas sur le sol, à chaque regard croisé à l'aube. Car dans la savane africaine, où la compétition pour la survie est quotidienne, nul ne peut baisser la garde. La pression extérieure est le seul moyen d'atteindre un niveau supérieur. Par conséquent, la guerre ne cessera pas. Il n'existe pas de décret de paix dans le règne animal. Il n'existe pas de trêve durable. Il n'y a qu'un besoin mutuel de s'améliorer, de corriger les erreurs, de tempérer les muscles et les esprits. C'est l'histoire d'un conflit éternel où chaque victoire et chaque défaite se mesurent en os, en muscles et en stratégie. C'est l'histoire de la guerre infinie, et la prochaine bataille commence maintenant. Un lion adulte se déplace lentement aux limites de son territoire, car rien dans son environnement ne l'oblige à accélérer le pas. Il n'a pas besoin de se cacher. Ses cheveux noirs, signe de domination totale, sont la signature d'années de règne par la force. Mais aujourd'hui, ses yeux ne cherchent pas de proie. Il ne traque ni antilope ni gazelle. Son regard est fixé sur une minuscule silhouette, à peine debout. Un bébé hyène, perdu, vulnérable, toujours inconsciente de l'importance de la distance qui la sépare de son clan. Elle n'a aucun moyen de comprendre qu'elle est seule et que, dans la savane, c'est une condamnation à mort.
Le lion s'approche sans faire de bruit. Le bébé lève la tête, confus, et émet un court gémissement, à peine un fil sonore perdu dans l'immensité. Le félin l'observe, la prend dans ses mâchoires, et, d'une prise sereine, lui ôte la vie. Il ne le voit pas comme un festin, il le laisse simplement tomber sur le sol, intact. En Afrique, tuer n'est pas toujours une réponse à la faim. Parfois, c'est une réponse à l'équilibre. Chaque fois qu'un lion aperçoit un bébé hyène, il sait qu'il élimine une menace avant qu'il ne grandisse. C'est un acte de stratégie et de survie. Aujourd'hui, c'est un bébé, demain, ce sera un rival qui se disputera son territoire. Mais les échos de cet acte silencieux résonnent plus loin que le regard du lion ne peut atteindre. Le clan des hyènes recherche depuis des heures un petit qui s'est séparé du groupe. Lorsqu'il la trouve, elle gît inerte sur le sol, intacte, mais avec sa vie arrachée. La mort d'un enfant n'est pas une défaite mineure. C'est un coup porté à l'orgueil, un affront direct qui ne peut être ignoré. La colère n'est ni immédiate ni aveugle. Elle est patiente. Les hyènes savent que la savane offre toujours des occasions de régler leur compte. Quelques jours plus tard, sous un après-midi étouffant, un jeune lion, encore dépourvu de la grandeur des adultes, s'aventure seul. Il porte les marques d'une meute dominante dans son apparence, mais sa jeunesse le révèle. Le territoire semble inoffensif et la soif le pousse vers un étang boueux, isolé et calme. Mais le calme, comme souvent en Afrique, peut être une illusion. Dans l'ombre des sous-bois, des dizaines d'yeux l'observent. Le jeune lion détecte le mouvement subtil et lève la tête, attentif à la présence qui l'entoure. Les hyènes ne bondissent pas immédiatement. Elles tournent en rond, elles traquent. Elles savent que la force du lion réside dans la collision frontale, mais la leur réside dans l'épuisement. Elles l'étouffent dans un cercle de plus en plus serré, hurlant, démontrant leur supériorité numérique. Le jeune lion rugit et frappe, mais chaque mouvement le rend plus vulnérable. Les hyènes ne cherchent pas un coup sûr, elles cherchent à lui asséner son âme. Et quand leurs jambes commencent à faiblir, quand la fatigue les force à reculer, c'est là qu'ils attaquent. Ils ne cherchent pas à le tuer immédiatement, ils le déchiquettent. Des morsures courtes et précises, juste assez pour lui faire comprendre qu'il est vaincu. Le jeune lion tente de s'enfuir, mais sa meute est dispersée et personne ne vient à son secours. Finalement, acculé et épuisé, il tombe victime d'un siège implacable. Les hyènes se retirent, laissant derrière elles le lion tombé, signe visible dans la savane du coup de cette bataille. La nouvelle parvient bientôt au groupe de lions. Alors qu'ils patrouillent leur territoire, ils se déplacent en formation, attentifs à chaque son, à chaque ombre. Une piste les arrête, une odeur étrange, inhabituelle. Ils suivent la piste et cette découverte les confronte à un fait inéluctable. Gît au sol l'un des leurs. Le jeune lion, sans vie, entouré de marques qui ne laissent aucun doute quant à son auteur. Le silence règne. L'insulte ne peut rester sans réponse. Ils abandonnent la chasse. Ils ne recherchent pas la nourriture. Ils cherchent à rétablir l'équilibre le plus rapidement possible. Ils avancent en masse, sans se cacher. La traversée est inévitable. Les hyènes, loin de reculer, les accueillent avec une symphonie de cris et de rires nerveux. Il s'agit d'une confrontation chargée d'histoire, avec des millions d'années d'hostilité. Mais cette fois, pas d'embuscade ni de stratégie complexe. Il s'agit d'un acte de pure démonstration. Le mâle alpha avance le premier. Ses pas sont lents, mesurés, avec l'autorité de quelqu'un qui n'a pas besoin de se presser. Les hyènes hurlent, l'encerclent et tentent de l'arrêter. Mais le lion continue d'avancer, imperturbable. Il fixe son regard sur l'une d'elles. Une jeune femme debout, trop près du premier plan. C'est une question de secondes. Un saut, un claquement de mâchoire, et la proie est prise dans ses crocs. La mort ne survient pas instantanément. Sa morsure s'enracine dans son dos, où les dégâts sont irréversibles. La hyène hurle et se tortille. Les autres tentent de l'encercler en criant et en la harcelant, mais personne n'ose franchir la ligne. Lorsque le lion lâche prise, sa colonne vertébrale cède. La bataille n'a pas été une victoire écrasante, mais ce n'était pas non plus une défaite. C'est un échange, un retour, un avertissement. La hyène est vivante mais condamnée. Un rappel que dans ces terres, la guerre n'est jamais finale, mais elle ne s'arrête jamais. Mais
combien d'avertissements un clan peut-il recevoir avant de riposter. La nuit tombe, s'étendant sur la savane comme un manteau cachant des cicatrices récentes. Quelques heures plus tôt, la meute avait affirmé son autorité sur les hyènes, rétablissant l'équilibre à sa manière. De retour sur leur territoire, l'occasion s'est présentée sans résistance. Un troupeau d'herbivores broutait à proximité, inconscient du conflit. La chasse fut brève, efficace, comme si la savane leur avait offert un répit. Maintenant, avec leurs estomacs pleins et leurs mâchoires encore tachées par la récente chasse, les lions devraient se rendre au repos. Mais la nuit a d'autres plans. Au loin, l'écho des rires rauques se mêle au murmure du vent. Ce ne sont pas des rires, ce sont des annonces de guerre. Les hyènes sont arrivées. Ils n'arrivent pas comme de simples charognards espérant des miettes. Ils se présentent comme une force de harcèlement, déterminée à nous priver de quelque chose de plus précieux que la nourriture, la tranquillité d'esprit. Contrairement aux lions qui comptent sur leur force et leur stratégie à la lumière du jour, les hyènes sont à l'aise dans l'obscurité. Leurs corps plus petits mais infatigables leur permettent de se déplacer comme des ombres autour du troupeau. Ils n'attaquent pas de front. Ils ne recherchent pas le combat direct. C'est une guerre d'usure. Ils parcourent les environs à petits pas, mais d'un pas assuré. Leurs yeux brillent comme de minuscules braises, scrutant chaque recoin à l'affût du moindre débris. Ils ne passent pas inaperçus. Chaque mouvement est accompagné d'un cri strident, d'un rire grotesque qui perce la nuit et pénètre jusqu'aux oreilles des lions. Le mâle alpha se lève, agité. Ses oreilles s'agitent, essayant de capter l'omniprésence du siège. Les lionnes, moins expressives, se tiennent également tendues, formant un périmètre autour de leurs petits, sachant que les hyènes n'attaqueront pas, mais ne partiront pas non plus. L'intention est claire. Maintenir la meute éveillée, déstabiliser son repos, la forcer à l'épuisement. Les hyènes comprennent qu'elles ne pourront pas s'emparer de la proie entière, mais ce n'est pas nécessaire. Elles doivent simplement attendre, renifler les recoins et ramasser les restes les plus accessibles. Et chaque minute qui passe sans que les lions puissent fermer les yeux est une victoire silencieuse. De temps à autre, une hyène s'approche trop près. Elle franchit la ligne invisible entre moquerie et danger. L'une des lionnes, avec un rugissement sec, lève la patte en l'air. La hyène recule mais ne fuit pas. Le gloussement qu'elle émet en reculant est un rappel. Elle n'est pas venue pour se battre, mais pour briser votre patience. À mesure que la nuit avance, la stratégie fait effet. Malgré leur force, les lions sont des animaux routiniers. Ils ont besoin d'heures de repos pour reprendre des forces et permettre à leurs muscles, mis à rude épreuve par la chasse, de se réparer. Les hyènes tenaces ne leur accorderont pas de répit. Ce soir, elles ont décidé de ne pas se reposer. Alors que la meute lutte pour garder son sang-froid, le clan rival commence à ramasser les premiers morceaux de viande qui ont été éparpillés. Ils n'ont pas besoin de permission. Ils l'acceptent, sachant que toute réaction excessive des lions entraînera davantage de cris, d'interruptions et de pression. Ce siège ne se mesure pas en perte, mais en résistance, en force qui se consume lentement. Les heures passent et l'endurance devient une épreuve de volonté. Les lions restent inébranlables, immobiles, leur fureur contenue. Mais leurs paupières sont lourdes, leurs muscles tremblent. Chaque minute sans repos est une blessure invisible. Cela suffira-t-il à briser sa volonté ou n'est-ce que le prélude à une bataille qui n'est pas encore terminée? Finalement, les intrus cèdent et battent en retraite. Ils ne cherchent plus. Ils ont récolté leur part, des morceaux de viande et surtout la certitude d'avoir déstabilisé leurs ennemis. Alors que l'horizon commence à s'éclaircir, le clan rival se disperse dans l'ombre, disparaissant aussi calmement qu'il est arrivé. La savane retrouve son silence. Cette trêve est-elle un répit ou simplement une pause dans le combat perpétuel? Dans les plaines d'Afrique, il n'y a pas de fin. Il n'y a ni accord de paix, ni trêve durable. La guerre entre ces deux espèces demeure constante, un état perpétuel transmis de génération en génération. Chaque affrontement, chaque confrontation est un nouveau chapitre d'une histoire qui traverse les époques. Une guerre sans drapeau, mais aux règles tacites, où la victoire n'est ni absolue ni la défaite définitive. Il ne s'agit pas d'extermination. Aucune espèce n'a la capacité ni l'intention d'éradiquer son ennemi de la surface de la Terre.
C'est une guerre d'usure, où l'équilibre, paradoxalement, est ce qui garantit la survie des deux. Sans la pression constante exercée par ces bêtes, les lions n'auraient pas atteint leur apogée en tant que prédateurs. En revanche, sans leur présence incessante, les hyènes n'auraient pas développé la ruse, la coordination et le courage qui les caractérisent. La rivalité agit comme un aiguiseur silencieux. Les griffes du lion restent aiguisées parce qu'un poursuivant les défie, se disputant le moindre morceau de viande. Dans le même temps, les hyènes deviennent plus fortes et plus musclées, façonnées par le besoin quotidien de se mesurer à la force brute de leurs adversaires. Cette pression mutuelle n'est pas un hasard. C'est l'évolution dans sa forme la plus pure, une danse violente qui sculpte les corps et les esprits des deux côtés. Mais comment cette guerre peut-elle perdurer sans interruption? Quelle force peut faire respecter une trêve dans un conflit aussi acharné? Cela ne dépend pas de la volonté, mais des exigences de la nature elle-même. La chaleur torride de midi, la recherche constante de nourriture, les jeunes qui attendent dans les buissons. Ce sont ces facteurs qui nous obligent à faire une pause, même brève, dans ce cycle éternel de confrontation. Dans ces moments-là, l'instinct de survie l'emporte sur la haine. Le groupe félin se concentre sur la chasse, cherchant à remplir des estomacs qui grondent de faim. Pendant ce temps, le clan rival se cache dans l'ombre, sachant que son opportunité ne viendra pas de la chasse, mais de l'insouciance, du moment de faiblesse de son ennemi. Territoire, eau, nourriture, autant de causes de conflit, mais aussi de trêve. Les deux camps ne peuvent se permettre de se battre lorsque leurs forces sont à leur limite. Il existe une entente tacite héritée de la langue ancestrale de la savane qui donne la priorité à la survie quotidienne plutôt qu'à la guerre. La bataille peut attendre quelques heures, mais la guerre, cette lutte constante qui fait rage dans tous les coins de l'Afrique, continue sans relâche. Dans cette bataille, la différence anatomique est indéniable. Le roi de la savane est une machine de force brute. Muscles, griffes, crocs et crinières imposantes font de lui l'incarnation de la suprématie physique. En revanche, les canidés robustes et dotés de mâchoires manient mal la symétrie et la puissance explosive des grands félins. Mais il compense ce désavantage par quelque chose qui est souvent sous-estimé, l'intelligence stratégique, le courage et surtout l'unité. Dans cette guerre, être le plus fort ne suffit pas toujours. La hyène n'est pas une proie. C'est un antagoniste, c'est une rivale, et en meute, elle peut transformer la force du lion en handicap, le forçant à choisir ses combats avec plus d'intelligence que de fierté. Parfois, le prix à payer pour défendre un barrage est tout simplement trop élevé. Que se passe-t-il lorsque la force brute est obligée de choisir entre la fierté et la survie? La réponse est là, à la fin de la journée, lorsqu'un jeune lion, épuisé mais victorieux, parvient à abattre sa proie après une poursuite acharnée. Il respire lourdement, les muscles tendus, inconscient du danger qui rôde dans l'ombre. Les hyènes ont observé à distance, mesurant chaque mouvement, calculant le moment exact où intervenir. Il ne faut pas longtemps avant que l'écho de leur rire déformé ne brise le silence. Ils sont 5, puis 10, et en quelques minutes, le lion est encerclé. Ils n'attaquent pas immédiatement. Ils savent que leur simple présence suffit à miner la patience de leur adversaire. Le lion observe la situation. Il sait qu'il pourrait se battre, qu'il pourrait infliger de graves blessures à plusieurs d'entre eux, mais il sait aussi qu'un tel effort ne lui garantit rien. Vous pourriez gagner le combat et perdre la guerre, affaibli, blessé et sans énergie le lendemain. Et cela, dans la nature, est une condamnation silencieuse. Puis, il prend une décision. Sans un grognement, sans un défi, il s'éloigne de sa proie. Il le fait avec toute sa dignité, sachant que sa victoire ne réside pas dans ce combat, mais dans la prochaine chasse. Puis, ignorant leur retraite, les charognards avancent et dévorent ce qui reste, célébrant un triomphe qu'ils ont obtenu non pas avec des griffes, mais avec ruse et persévérance. Cet instant est une leçon de survie. La force est importante, mais c'est l'intelligence qui assure la survie sur cet échiquier sans fin. La guerre ne s'arrête pas, elle change simplement de forme. Parfois, elle se cache dans l'épuisement, d'autres fois, elle refait surface dans un simple échange de regards. Haine, tension, rivalité, elles sont toujours là. Mais elles ne règnent pas à chaque instant. Même les empires les plus guerriers ont besoin de trêve pour se maintenir. Les grands félins l'ont bien compris. C'est pourquoi, après chaque escarmouche, la meute se replie sur elle-même.
Elle se réfugie dans un refuge invisible, où hiérarchie, liens et leçons de survie s'entremêlent. Une troupe de lions n'est pas un groupe chaotique de prédateurs. C'est une structure raffinée, un petit royaume aux règles bien définies. Au cœur de ce cercle, le mâle alpha est le gardien. Mais le véritable poids de la communauté repose sur les femelles. Ce sont eux qui maintiennent la cohésion, qui équilibrent la force du groupe, l'adaptant aux capacités du territoire. Ce n'est pas seulement une question de leadership, c'est une question d'équilibre. La taille moyenne d'un troupeau se situe donc entre 10 et 15 individus. Dans des régions comme le Serengeti, il est courant de voir des groupes de plus de 20 individus. Mais ce nombre n'est jamais dû au hasard. La nature impose des limites claires, trop de bouches et le territoire s'effondre, trop peu et la meute devient vulnérable aux clans rivaux. Mais au-delà des chiffres, le véritable cœur du groupe bat dans ses liens familiaux. Et c'est grâce à eux que les vieilles perceptions s'estompent. Le mâle n'est pas toujours ce père distant, inconscient de ses petits. La réalité, comme tout dans ces contrées, est plus complexe. Dans les vastes plaines du Serengeti, où les migrations des gnous et des zèbres ouvrent la voie à l'abondance, les mâles adultes s'adonnent à quelque chose qui serait impensable dans d'autres régions, vivre avec leurs petits. Sous le soleil de midi, il est possible d'apercevoir un mâle couché, tandis que ses petits mordent joyeusement sa crinière, grimpent sur son dos ou se reposent simplement à côté de lui. Ce n'est pas de l'affection désintéressée, c'est une trêve tacite, un équilibre qui ne peut être maintenu que lorsque la nourriture ne manque pas et que les menaces extérieures ne requièrent pas une vigilance constante. Mais dans d'autres régions, la dynamique sociale est radicalement différente. À Tsavo, dans l'est du Kenya, le paysage est aride et la concurrence féroce. Là, les mâles gardent leur distance, non par indifférence mais par pragmatisme. Chaque jour est un combat pour protéger un territoire vaste et vulnérable, et l'interaction avec les jeunes est un luxe que peu peuvent s'offrir. Plus au sud, sur les îles verdoyantes du delta de l'Okavango, l'eau adoucit les rythmes de la vie. Là, les lions trouvent un terrain d'entente. Les mâles patrouillent, mais se reposent aussi près du noyau de la troupe, attentifs mais pas absents. Où qu'elle soit, la structure quotidienne de la troupe repose sur les lionnes. Elles sont les véritables architectes du quotidien. Elles élèvent, chassent et transmettent un savoir vital à la survie collective. Mais leur apprentissage ne se limite pas à la chasse. Ils sont également experts dans l'art de déchiffrer les signes invisibles de l'environnement. La direction du vent, les empreintes de pas dans le sol, les habitudes de leur proie et surtout les sons lointains qui annoncent la présence d'intrus. Les hyènes, toujours à l'affût, prêtes à exploiter la moindre inattention. Et lorsqu'il s'agit de protéger leurs petits, elles ne tolèrent aucune interférence, pas même celle des mâles du groupe. À plusieurs reprises, une lionne a affronté avec colère un mâle qui réprimandait l'un de ses petits. Même si ce mâle est un puissant allié contre les hyènes, même s'il appartient à la lignée dominante, l'instinct maternel ne faiblit pas. Ce qu'elle a mis au monde est sacré. Mais cette férocité ne se limite pas à la défense. Elle est aussi une question d'apprentissage, car les louveteaux apprennent en observant, mais aussi en jouant. Ce qui semble être une simple scène de poursuite, de charges et de feintes est en réalité un entraînement. Chaque saut, chaque morsure ludique aiguise leurs réflexes et renforce leurs muscles. Et parfois, sans prévenir, le jeu commence. Sous un soleil immobile, deux jeunes lions se reposent sur la terre chaude. Leur corps, encore en croissance, conserve l'immobilité d'une sieste, mais ils ne sont pas déconnectés de leur environnement. Il n'y a ni rugissement, ni poursuite, ni aucun signe de tension. Cependant, leur respiration attentive et leur perception du vent révèlent que le calme fait aussi partie de l'apprentissage. L'un d'eux se redresse. Son frère reste allongé, détendu, confiant dans le calme de l'après-midi. Le premier avance silencieusement, avec des mouvements contrôlés. Son corps s'aplatit légèrement contre le sol, comme s'il suivait instinctivement les motifs gravés d'une embuscade. Il bat la queue, il évalue la distance, et au moment précis, il se jette sur son frère. Le saut n'est pas destiné à blesser, mais sa précision est infaillible. D'une patte, il frappe le visage, répétant le mouvement qui, un jour, pourrait abattre sa proie. Son frère, pris au piège sous le poids symbolique de l'attaque, ne répond pas par la violence. Il se laisse prendre au jeu, respectant l'intention. Est-ce juste un essai ou une partie de quelque chose de plus ?
La réponse ne se fait pas attendre, car quelques heures plus tard, sous le même soleil qui se couche maintenant, les deux frères rampent jusqu'au sol derrière un monticule. De l'autre côté, à quelques mètres, une proie grande et robuste, une femelle gnou broute sans percevoir le danger. Mais sa confiance est sur le point de s'effondrer. Les lions avancent avec coordination. Le premier glisse vers la gauche, décrivant un arc subtil, forçant la proie à diviser son attention. Le second reste fixe, aligné avec le flanc aveugle de l'animal, mesurant chaque centimètre de sa progression. Il n'y a aucune communication visible, aucun rugissement, aucun geste grandiloquent. Juste de petits mouvements de queue, de légères inclinaisons d'oreilles et le souffle retenu de deux frères et sœurs qui ont pratiqué ce comportement tout au long de leur croissance. Lorsque le premier lion brise sa furtivité et bondit, la proie réagit, mais il est trop tard. Il recule mais rencontre le deuxième lion qui a calculé l'angle de fuite. L'impact est fort. Le gnou tombe et, en quelques secondes, ses griffes se referment autour de son cou tandis que sa mâchoire se referme sur sa trachée. Le premier maintient la pression, immobile, jusqu'à ce que les spasmes du corps commencent à s'atténuer. Le second s'approche par le côté, attentif au pouls de la proie. Lorsque la résistance disparaît, il baisse son museau et mord le ventre. La peau se tend, elle se déchire. Alors que l'intérieur est exposé, ils commencent tous deux à arracher des fragments de chair encore chaude, avec des mouvements secs et répétés, guidés par l'instinct. Les visages des deux frères, désormais tachés de sang, montrent que ce qu'ils pratiquaient en paix n'était pas un passe-temps. C'était une préparation, une répétition silencieuse qui marque aujourd'hui la différence entre la faim et la survie. Dans les plaines où règnent les lions, la hiérarchie ne s'impose pas uniquement par la force. Elle repose sur la confiance mutuelle et la précision des liens. Les coalitions qui durent ne sont pas celles qui rugissent le plus fort, mais celles qui se comprennent en silence, affinant leur communication à travers des gestes minimaux. Un lion solitaire, aussi fort soit-il, est condamné à succomber à la pression de son environnement. Mais une coalition fonctionnant comme un organisme unique où chaque membre connaît le rythme de l'autre devient une force difficile à briser. Ainsi, chaque instant de jeu, chaque caresse, chaque repos partagé à l'ombre est un acte de construction. La hiérarchie d'une meute n'est pas une pyramide rigide. C'est un tissu vivant qui s'ajuste, se renforce et se reconfigure à chaque interaction. Et c'est là, dans ces moments apparemment insignifiants, que se forgent les véritables victoires. Le soleil s'est complètement couché, mais la nuit n'est pas venue en silence. Les corps épuisés du troupeau, encore réchauffés par le récent festin, trouvent un moment de répit. Pour les chiots, en revanche, le repos est un concept lointain. Ils sautent, chargent et jouent, ignorant que chaque mouvement, chaque saut maladroit est en réalité une répétition inconsciente de la vie à venir. Ce qui est aujourd'hui un jeu sera demain une question de survie. Cette synchronicité instinctive, qui semble surgir de nulle part, est en réalité l'héritage le plus précieux du groupe. Point de discours, pas d'ordre. Que des gestes, un regard aiguisé, un corps accroupi, un léger tremblement de la queue. C'est ainsi que se construisent les stratégies de chasse. Ainsi, chaque lionne connaît son rôle avant même que la proie n'apparaisse à l'horizon. Ils sont les sculpteurs de la patience avançant en éventail, dessinant une clôture invisible qui se rétrécit à chaque souffle du vent. Quand le moment arrive, il n'y a pas d'histoire. Un grognement à peine audible, un mouvement de flanc, et la poursuite est lancée. Ce qui, vu de l'extérieur, semble être un chaos est en réalité une chorégraphie peaufinée au fil des générations. Il n'y a pas d'improvisation, chaque charge, chaque feinte, chaque changement de rythme dans la poursuite est gravé dans la mémoire collective du groupe. La proie ne fuit pas les individus, elle fuit un mécanisme parfaitement coordonné. En pleine chasse, la communication reste souterraine. Ce sont des vibrations dans l'air, de subtils changements de rythme que les lionnes interprètent au vol. La meneuse n'a pas besoin de crier, sa détermination traverse les fibres du groupe comme un courant. C'est ainsi qu'elles parviennent à s'adapter lorsqu'un grand clan de hyènes envahit le territoire des félins ou lorsqu'une proie tente une fuite désespérée. Ce n'est pas du leadership, c'est de la symbiose. Une fois la victoire acquise, le retour au refuge n'est pas un défilé de vainqueurs, mais un retour solennel. La proie est traînée par morceaux entre plusieurs femelles et l'odeur du sang alerte les oursons qui se précipitent pour saluer leur mère comme si la victoire était un rituel quotidien. Le mâle alpha s'approche,
imposant sans être étranger à la dynamique du groupe. Il cherche toujours à revendiquer sa part, mais pas toujours avec une autorité imposante. Si le gibier est rare, il cède de l'espace. S'il est abondant, il s'impose, mais même dans cet acte, la hiérarchie respecte la logique de la nécessité. Et après le repas vient le véritable moment de communion. Les femmes se toilettent mutuellement, purifiant les blessures de la journée et réaffirmant les liens qui les unissent. Les chiots grimpent sur leur mère, mordillent, jouent, tout en étant patiemment toilettés. Même le mâle apparemment distant se tient près de lui, permettant à ses petits de l'explorer, de le défier dans de petits jeux de force qui, dans un autre contexte, seraient impardonnables. Le ventre plein et la nuit qui les enveloppe, la tension se dissout. Mais quelle force maintient ces créatures ensemble lorsque la nécessité semble céder et que la brutalité est mise en suspens? Il ne s'agit pas seulement de se reposer ou de se nourrir, ces moments sont tissés de gestes qui soutiennent la meute. Chaque coup de langue, chaque caresse est un langage silencieux qui réaffirme les alliances et renforce la cohésion sociale. Cette dynamique sociale est unique chez les grands félins. Contrairement aux tigres et aux autres espèces solitaires, les lions tissent des liens profonds et durables qui assurent la coopération nécessaire à leur survie. Dormir ensemble, peau contre peau, est la façon dont la meute se souvient qu'au-delà de la dureté de la vie, il existe un noyau indivisible qui les maintient ensemble. Ce lien est particulièrement fort entre les membres d'une même portée qui grandissent en tant qu'unité, s'entraînant et prenant soin les uns des autres pendant la chasse et le repos. Cette fraternité perdure au fil du temps. Les lions adultes continuent de voyager, de chasser et de se reposer en étroite compagnie avec ceux avec qui ils ont partagé leurs premiers jours. C'est un pacte tacite que la nature a renforcé par la dureté de l'expérience. La relation mère-enfant, quant à elle, constitue l'épine dorsale de la meute. Durant les 2 premières années, la mère est un refuge, une enseignante et une protectrice. Mais dans les groupes stables, où la nourriture n'est pas critique, ce lien perdure au-delà de la petite enfance. Dans les vastes et généreuses étendues de l'Okavango, les femelles adultes recherchent le contact de leur mère, partageant des moments de repos et de toilette. En revanche, dans les régions plus arides du Kalahari, où chaque bouchée est une bataille gagnée, l'indépendance s'impose plus rapidement. Les jeunes mâles se dispersent souvent dans la phase initiale de leur indépendance, confrontés à la nécessité de rechercher leur propre territoire dans un environnement où la nourriture est rare et la concurrence plus intense. Mais même dans les territoires les plus inhospitaliers, il y a des moments où l'instinct cède la place à la mémoire. Une mère n'oublie jamais l'odeur de ses petits, et même si la vie les pousse à jouer des rôles différents, il y a des matins où, sous la pression de la chasse, le groupe se rassemble dans une étreinte improvisée, se rappelant que leur véritable force ne réside pas dans leurs griffes ou leurs crocs, mais dans la permanence de leurs liens. C'est dans ces brefs intervalles de paix que la meute se régénère. Chaque coup de langue, chaque jeu, chaque respiration mesurée pendant le sommeil ne sont pas de simples gestes. Ce sont les fondations invisibles qui soutiennent la coalition contre les assauts de l'environnement. Et dans ce réseau d'affection, dans cette complicité silencieuse, réside le secret de leur force. Mais qu'est-ce qui rend la hiérarchie des hyènes si différente et pourtant tout aussi impitoyable que celle des lions ? De l'autre côté de cette éternelle rivalité, ces matriarches du désert ont également tissé leur propre formule de force. Une structure de pouvoir qui, loin de la rigidité patriarcale des lions, repose sur la suprématie absolue des femelles. Ici, ce n'est pas la crinière qui gouverne, c'est la cicatrice. C'est la femelle alpha qui dicte les règles d'un clan qui se déplace tel un essaim organisé, où chaque individu connaît parfaitement sa place. Dans un clan de hyènes, l'héritage n'est pas un choix ou une compétition, c'est une loi. La progéniture directe de la femelle dominante occupera toujours automatiquement les échelons les plus élevés de la hiérarchie, repoussant les mâles vers les marges. Eux, plus légers, moins musclés, socialement relégués, ne choisissent pas leur rôle subordonné. Ils l'acceptent parce qu'ils ont été modelés ainsi par l'architecture implacable de la nature. Ce matriarcat n'est pas une coïncidence. Il est le fruit de millions d'années d'évolution, durant lesquelles la survie dépendait de la capacité à dominer les ressources dans un environnement impitoyable. Les femelles qui parvenaient à se procurer de la nourriture étaient celles qui perpétuaient leur lignée. Celles qui n'y parvenèrent pas disparaissaient simplement dans la poussière.
Pour cette espèce, la sélection naturelle n'a pas favorisé la force brute excessive. Elle a plutôt récompensé l'agression organisée et l'intelligence collective, des qualités qui ont transformé ces femelles en leaders absolus. De ce fait, les hyènes femelles ont développé des caractéristiques uniques dans le règne animal. Des niveaux de testostérone plus élevés, des mâchoires qui agissent comme des presses hydrauliques, capables d'écraser les os avec une facilité qu'aucun autre prédateur terrestre ne peut égaler. Mais cette suprématie ne s'arrête pas à la force brute. Leur corps tout entier est une expression de domination. Plus grands, plus lourds et plus musclés que les mâles, leur simple présence impose le respect au sein du clan. Et cette supériorité se lit également dans leur anatomie la plus intime. Les hyènes femelles possèdent un clitoris élargi qui imite précisément la forme et la fonction du pénis. C'est par lui qu'elles urinent, copulent et mettent bas. Cette conception anatomique extrême leur donne un contrôle total sur le moment et la personne à qui se reproduire. Cependant, ce même canal étroit et allongé rend l'accouchement un véritable défi. Chez cette espèce, l'acte même de donner naissance est une forme de sélection naturelle, un filtre impitoyable qui façonne les générations par la douleur et l'endurance. La première portée coûte souvent la vie à plusieurs petits, parfois même à la mère. Chez les hyènes, rien n'est accidentel. Chaque trait, chaque avantage, chaque limite imposée par la biologie répond à un besoin précis, maintenir sa domination dans un monde qui ne pardonne pas la faiblesse. Mais que signifie réellement apporter une nouvelle vie au clan ? Pour elle, la maternité n'est pas seulement une fonction biologique, c'est un acte de pouvoir. Car dans ce système, le statut ne se mérite pas, il se transmet. Le petit-né de la matriarche n'entre pas au monde en égal, mais en héritier. Avant même de marcher, il domine déjà tous les mâles adultes du groupe et cette place n'est pas contestée. La hiérarchie est scellée dès la naissance. Une architecture implacable dans laquelle chaque maillon de la lignée détermine l'accès à la nourriture, à la protection et à la vie elle-même, dominant sans se vanter. Alors que les lions arborent leur crinière en symbole de suprématie, les femmes règnent dans l'ombre, traquant, mesurant chaque opportunité avec une patience qui frise l'obsession. Cette stratégie discrète et méticuleuse se reflète également dans leurs habitudes alimentaires, un aspect clé de leur survie. Ce sont des charognards par nécessité et non par simple faiblesse. Leur système digestif a évolué pour leur permettre de consommer des restes en décomposition sans tomber malade, profitant ainsi de chaque miette de festin que les autres prédateurs jettent. Là où d'autres voient des déchets, ils trouvent de véritables festins. Os, tendons et fragments de viande sont réutilisés avec une efficacité que d'autres animaux leur envient. Mais le mythe de la hyène, animal exclusivement charognard, s'effondre lorsque la faim devient pressante. Car, même si la traque et la chasse au lion constituent une stratégie bien rodée, les hyènes sont des exécuteurs impitoyables lorsque la situation l'exige. Que se passe-t-il alors lorsqu'une opportunité de chasse se présente sans aucune hésitation? Et que la réaction doit être immédiate. Sur la vaste plaine africaine, le soleil tape sans relâche et la poussière s'élève à chaque rafale de vent. Au loin, une silhouette se détache à l'horizon, un zèbre solitaire qui s'est éloigné du groupe. Leurs sabots soulèvent un nuage ocre qui se disperse lentement dans la brise. À l'orée des hautes herbes, 5 silhouettes de petite taille se dressent. Elles avancent, le torse près du sol, se déployant pour encercler leur proie. Leurs mouvements sont silencieux et mesurés. La discipline du clan remplace tout signal sonore. La matriarche occupe la tête de la formation et, d'un léger mouvement de sa queue, marque le début. À son signal, 2 subordonnés accélèrent et coupent la route au zèbre, le forçant à dévier dans le piège. Le reste du groupe attend, calculant, laissant un espace à peine visible qui va bientôt se refermer comme un piège. Le zèbre se met à courir, mais chaque foulée est surveillée. Les hyènes ne recherchent pas la vitesse explosive. Leur avantage réside dans l'endurance, l'épuisement et la pression constante. Dans un jeu de relais macabre, les chasseurs harcèlent tour à tour leur proie jusqu'à ce que la fatigue les gagne. La distance se réduit. La matriarche donne l'ordre, non pas avec un rugissement, mais avec un saut précis qui se traduit par une action immédiate. En quelques secondes, le zèbre est abattu. Les hyènes se jettent sur elle avec la même synchronisation avec laquelle elles ont élaboré leur stratégie.
Les mâchoires se serrent contre la chair crue, les muscles se tendent et travaillent dans une frénésie de survie. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque minute qui passe est une invitation pour d'autres charognards à tenter de s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Dans ce chaos organisé, la hiérarchie demeure inchangée. La matriarche nourrit en premier, suivie de ses descendants directs. Les subordonnés attendent leur tour, patiemment, conscients que leur chance de rester en vie est en jeu. Et tandis que les corps s'entrelacent dans un ballet macabre de crocs et de sabots, l'essence de la hiérarchie des hyènes se révèle dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas la force individuelle qui garantit le succès, mais la précision avec laquelle chaque rouage s'intègre dans la machinerie du clan. Car dans le monde des hyènes, la victoire n'est pas un acte d'héroïsme. C'est un exercice de discipline collective. Mais comment se forme une créature destinée à s'insérer si précisément dans le mécanisme social du clan? La réponse est sous terre, dans l'obscurité suffocante de terriers creusés loin des regards, où la touche finale fait défaut. Là où l'humidité se condense sur les murs et où l'air s'épaissit, les hyènes apprennent leur première leçon. La vie est une compétition dès le premier souffle. Les tanières sont des forteresses, des refuges blindés où les prédateurs les plus puissants tels que les lions, les léopards et même d'autres hyènes ne peuvent pas s'introduire sans être détectés. Mais à l'intérieur de ces forteresses, loin d'être des sanctuaires de calme, une guerre silencieuse fait rage. Chaque enfant qui y naît ne partage pas un lien fraternel, il partage un ennemi. Dans ces tunnels étroits, la survie n'est pas héritée, elle se gagne par la lutte. Les bébés hyènes naissent avec des dents acérées et fonctionnelles. Ils sont prêts à mordre, à déchiqueter, non pas leur proie, mais leurs propres frères et sœurs. La nature ne leur accorde pas de répit. Les filles de la femelle dominante attaquent les plus faibles dès leur apparition. Ils ne le font pas par malice, mais par pur instinct. Car l'espace dans la hiérarchie est limité, et la loi des hyènes est simple. Ceux qui ne dominent pas dès le berceau commencent leur vie sur un échelon qu'ils ne pourront jamais gravir. Ces combats ne sont pas des explosions de violence passagères. Ils peuvent durer des heures, voire des jours, dans l'ombre, les petites bêtes étant enfermées dans un combat silencieux et mortel. La mère, quant à elle, observe avec indifférence. Elle n'intervient pas, car la hiérarchie ne s'apprend pas, elle s'affine. Le berceau des hyènes est en substance leur premier champ de bataille. Et les descendants qui survivent à ce premier nettoyage ne gagnent pas leur place dans la hiérarchie, ils l'imposent. Les filles de la femelle dominante héritent automatiquement de son statut et le défendent par la violence si nécessaire. Les hommes, en revanche, naissent condamnés à un rôle subalterne. Quelle que soit leur force, quelle que soit leur taille, leur destin social est scellé dès la naissance. Dans les rares cas où l'on tente de s'affirmer, le système tout entier se retourne contre lui. Les femmes l'isolent, le harcèlent et le soumettent sans pitié. Car dans cette société, la lignée prime sur toute autre vertu et la soumission n'est pas une option, c'est une obligation. Quelle place reste-t-il à la tendresse dans un système construit sur l'exclusion? L'alimentation est le premier filtre. L'allaitement n'est pas un droit garanti. Les bébés restent sous l'aile de leur mère pendant de nombreux mois, parfois plus d'1 an. Mais protection ne signifie pas affection. La maternité dans le clan des hyènes est une transaction difficile. Le lait est donné et un abri est fourni, mais l'accès à ces ressources n'est pas équitable. Le lait de hyène est l'un des plus nutritifs du règne animal, dense, riche en protéines, conçu pour sculpter des corps prêts au siège. Mais les bébés qui n'ont pas réussi à s'affirmer dans les premiers jours reçoivent moins ou sont déplacés à chaque tentative d'allaitement. Il n'y a pas de justice dans la distribution, seulement la conséquence naturelle de la hiérarchie qui s'est établie dans le terrier. Et quand, après les 3 ou 4 premiers mois, ils quittent enfin ces tunnels, ce n'est pas pour jouer. Alors que les lionceaux sont introduits au monde par le jeu, le flirt et les caresses maladroites, les bébés hyènes sont confrontés à une logique différente dès le premier jour. Les premières sorties sont des expéditions d'observation. Les jeunes accompagnent le clan dans ces incursions, restant à l'arrière, observant les adultes encercler, harceler et abattre leurs proies. Il n'y a pas de répit, pas de soins particuliers. Chaque sortie est une épreuve. Et petit à petit, ces bébés cessent d'être de simples spectateurs. Lors de leur première tentative, ils s'attaquent à des proies plus petites, toujours sous l'œil vigilant des femelles dominantes. Dès lors,
Les erreurs ne sont plus tolérées. Chez les hyènes, apprendre, c'est tout risquer. Cette dureté a une raison fondamentale. Les hyènes n'occupent pas le trône de la savane. Face à elles, les lions, bien plus grands et plus forts, représentent une menace constante. Tandis que les lionceaux grandissent en jouant et en apprenant dans un environnement protégé, les bébés hyènes se préparent dès leur plus jeune âge à affronter un environnement où la moindre erreur peut être fatale. La différence de taille et de force oblige les hyènes à s'endurcir rapidement, transformant chaque mouvement en un acte précis et décisif. Il n'y a pas de place pour la maladresse ou l'indécision. La survie du clan dépend de cette exigence précoce et sans compromis. Les premières fois qu'ils dévorent de la viande fraîche, leurs mâchoires tremblent, mais pas de peur. C'est la tension de quelqu'un qui sait que sa place au sein du clan dépendra de la répétition exacte de cet acte, encore et encore. Et lorsqu'un ourson fait enfin sa première prise, il ne reçoit ni félicitations ni célébrations. Il obtient simplement une place dans le cercle entourant sa proie, une place méritée, non accordée. C'est ainsi que la maternité dans le monde des hyènes ne comprend pas la tendresse. Il n'y a ni caresse, ni regard complice. Il y a des enseignements durs et violents qui ne laissent aucune place à la fragilité. Les descendants qui naissent de ce processus n'apprennent pas seulement à chasser. Ils apprennent à diriger, à escalader une structure où chaque position est disputée avec des dents et de la ruse. Et dans cette crudité, dans ce manque de consolation, réside la base de leur succès collectif. Parce que la mécanique du clan ne tolère aucune pièce détachée ni défaillance. Dès son premier souffle, chaque hyène est moulée pour s'insérer avec une précision chirurgicale dans un rouage plus grand. Cependant, cette apparente rigidité sociale cache un mystère rarement révélé. Si la hiérarchie n'est pas immuable, qu'est-ce qui soutient alors l'équilibre délicat du clan ? En réalité, les hiérarchies claniques sont tout sauf statiques. Elles sont testées, remises en question, renforcées ou brisées dans une dynamique silencieuse, parfois imperceptible à l'œil non averti. La cohésion du groupe n'est pas une garantie, mais un accomplissement quotidien. Et dans ce subtil théâtre de friction et d'alliance qui s'élève et qui est exclu à vie. Un jeune mâle rôde autour du festin. Le troupeau a abattu une antilope il y a quelques minutes. Les femelles dominantes, robustes, aux vieilles cicatrices et aux mâchoires implacables, occupent le centre de la scène. Les subordonnés, hommes et femmes de rang inférieur, attendent à la périphérie, dans un cercle d'anxiété contenue. Le jeune homme garde la tête basse, les épaules voûtées, et avance en décrivant de larges cercles. Il n'ose pas foncer, ce serait un suicide social. Au lieu de cela, il mesure les angles, cherche les espaces, attend l'occasion de s'approcher suffisamment pour arracher un morceau de viande sans encourir la colère des dominants. Mais l'humiliation est le prix habituel. Chaque tentative est repoussée par de vives morsures, une poussée brutale qui le fait tomber à terre. Ce n'est pas de la violence gratuite, c'est le protocole du rang. Ce n'est qu'en persévérant, avec la patience de quelqu'un qui comprend que la promotion sociale est une tâche exigeante que vous pourrez gagner de petites places. Chaque centimètre gagné est un investissement dans votre pertinence future. À quelques mètres de là, une jeune femme commence son propre jeu. C'est la fille de la matriarche, mais cela ne la dispense pas de mesurer sa force. Silencieusement, il déplace un adulte de rang intermédiaire avec son corps, essayant de prendre sa position à côté de la charogne. La manœuvre est calculée et non frontale, un effleurement latéral, une pression constante, un regard fixe. La femelle adulte réagit avec rapidité, exécutant une attaque brusque, une morsure précise à l'oreille de la jeune femelle, la forçant à reculer. Il n'y a ni colère ni punition, c'est une leçon. La jeune femme encaisse le coup sans se plaindre, consciente qu'un jour, ses coups de poing deviendront son outil de pouvoir. Mais tous ne parviennent pas à rester sur la roue. Près des buissons, un mâle adulte, à distance, observe. Il était autrefois un membre actif du clan. Son attitude de défi et ses tentatives pour s'attirer les faveurs du clan l'ont conduit à commettre des erreurs de jugement. Désormais, toute approche est accueillie avec une agression immédiate, avec une brutalité qui ne laisse aucun doute. Il a été déplacé. L'exil sur son propre territoire est une sentence d'agonie silencieuse. Il n'y a ni cérémonie d'expulsion, ni bannissement dramatique. Le clan l'ignore tout simplement, le marginalise et le pousse à la périphérie sociale. Le jour, il suit la meute depuis l'ombre,
attendant les restes des festins. La nuit, il dort seul, exposé, inconscient de la chaleur du groupe. Le châtiment n'est pas immédiat, mais il est inévitable. La solitude ronge son corps. Il perd force, coordination et réflexe. Sans le soutien de son clan, il devient une proie facile, condamné à une mort lente et certaine, caché dans l'ombre du territoire qu'il dominait autrefois. Tandis que la périphérie dévore ceux qui tombent, au cœur du clan, la lutte pour le pouvoir continue. Deux femelles de moyenne portée se croisent en chassant. L'étroitesse du sentier les empêche d'avancer ensemble. Aucune ne cède. Leurs regards se crispent, leurs muscles se tendent, et d'un mouvement fulgurant, l'une d'elles mordille le cou de l'autre. La réponse est immédiate, un coup d'épaule vif et précis. Pas d'effusion de sang, pas de spectacle, juste un réajustement des positions. Dans le monde des hyènes, la hiérarchie n'a pas besoin d'applaudissements pour se réaffirmer. Les deux continuent comme si de rien n'était, mais la mémoire collective du clan archive chaque contact, chaque regard, chaque poussée. Les positions ne sont pas dictées. Elles sont négociées, testées et contestées dans ces petits duels qui passent inaperçus pour ceux qui s'attendent à des batailles épiques. Ce n'est pas la force individuelle qui définit les hyènes, mais leur habileté politique à savoir quand attaquer, quand reculer, quand attaquer et quand penser les blessures d'autrui pour sceller une alliance temporaire. Dans ce monde, la survie n'est pas une course solitaire, c'est un exercice de discipline collective et d'adaptation constante. L'ennemi peut être un lion, un zèbre ou la sœur avec laquelle elle a grandi. La menace n'est pas toujours extérieure. Mais parfois, dans cette même machinerie complexe qui les gouverne, où chaque engrenage semble s'emboîter avec une précision millimétrique, certaines pièces déraillent. Des individus dont l'existence devient inconfortable, dont la survie n'est plus utile à la collectivité. Et dans le monde des hyènes, lorsqu'un maillon s'affaiblit, il n'y a pas de place pour la pitié. Une jeune hyène, la peau encore marquée par les morsures de disputes internes, observe depuis la ligne de touche. Elle a vécu sous les règles incassables de la hiérarchie, mais aujourd'hui, ces mêmes règles vont l'entraîner dans le vide. Tout commence avec un intrus, un lion mâle adulte, une force de muscles et de griffes qui fait irruption sur le territoire des charognards avec un objectif clair, venger la mort de son fils aux mains du clan rival. Sa présence impose le respect. Sa silhouette domine le paysage, un défi qu'aucune hyène, aussi audacieuse soit-elle, ne peut ignorer. L'affronter, cependant, représente un risque mortel. La jeune hyène le sait et reste immobile. Ce n'est pas de la peur, mais de la stratégie. Mais dans la politique clanique, les décisions personnelles n'ont pas leur place. L'un de ses compagnons avance avec détermination. Son mouvement est rapide et direct, une tentative d'arrêter l'intrus avant qu'il ne cause davantage de dégâts. Le lion, alerte et mortel, réagit promptement. En un instant, il intercepte la hyène et la capture dans ses griffes. Ses mâchoires se referment sur la colonne vertébrale, la force de torsion étant acérée et définitive. Le corps de la victime se paralyse instantanément, incapable de résister à la force brutale qui le soumet. Les cris des autres s'élèvent bruyamment, remplissant l'air de sons de détresse et d'alarme. Tout le clan frémit, enveloppé dans un chaos nerveux qui révèle l'impact de la perte. Au milieu de ce vacarme, la hyène, restée inactive, est paralysée par la peur et la culpabilité. Sa respiration est irrégulière, ses yeux reflètent son trouble intérieur. La pression du groupe sur elle est palpable, comme un poids invisible qui l'écrase. Le lion reste immobile quelques secondes, imposant et dominant, le regard fixé sur le clan qui l'observe à distance. Il ne cherche pas à prolonger la confrontation. Avec un dernier reniflement, il se retourne et s'éloigne, laissant derrière lui l'ombre immobile de sa victime. Le clan, bien que déconcerté par l'attaque, retrouve peu à peu un calme tendu. Cependant, pour la hyène restée inactive, il n'y a aucun refuge. Les regards se fixent sur elle avec dédain et reproche. Une morsure solitaire dans l'air, effleurant à peine la fourrure, suffit à le signaler sans mots. La punition commence par l'indifférence. Peu à peu, elle est reléguée à la périphérie du territoire. Son corps ne reçoit plus la chaleur des autres, ni la protection du groupe. La sentence du clan est claire et ferme, l'exil. Une sentence silencieuse qui les sépare de leur foyer et de la force collective qui garantit leur survie. Loin de la protection de la meute, la vie devient un exercice de résilience. Les hyènes sont des animaux sociaux.
Seules, elles sont vulnérables, une contradiction vivante entre leur instinct de survie et leur fragilité sans soutien. Mais là, dans la solitude de la savane, la hyène apprend. Chacun de ses pas est un murmure invisible, chaque souffle un calcul. Elle ne peut affronter, mais elle peut attendre. La piste des grands félins est un guide, grâce à son odorat capable de suivre des traces à plus de 8 km et à sa vision nocturne perçante, la hyène trouve sa voie. Un jeune lion inexpérimenté a réussi à chasser une grande proie, mais le festin apporte ses propres menaces. Les vautours commencent à essaimer, annonçant au monde l'emplacement de la viande. Le jeune lion le sait et, par pragmatisme, il s'éloigne. Ça ne vaut pas la peine de risquer un combat pour ce qui reste. C'est alors que la hyène solitaire avance. Il n'a pas besoin de discuter. La scène fait écho à ce qu'il a vécu tant de fois au sein du clan. Mais maintenant, pour la première fois, la proie lui appartient en propre. La chair est dure, les tendons résistent, mais la hyène n'est pas pressée. Elle a gagné du temps, de l'énergie. La solitude lui offre enfin sa première victoire. Dans son errance, le destin la rassemble avec d'autres morceaux détachés. Des hyènes marginalisées et solitaires, porteuses d'histoires de défaites similaires. Elles sont peu nombreuses, désorganisées et perdues. Mais dans la nature, le leadership ne se proclame pas, il se démontre. Et la hyène solitaire, endurcie par la dureté de l'exil, commence à diriger de petits raids. Non pas par la force, mais par l'efficacité. Il mène des chasses fructueuses, détecte les pistes, anticipe les embuscades. Et petit à petit, ce groupe dispersé retrouve sa cohésion. Dans le monde des hyènes, le leadership ne s'établit pas par des défis directs. C'est un jeu de persévérance, de petits gestes de domination acceptés, qui se positionne en premier sur la charogne, qui décide quand se déplacer et qui reçoit la première attention lors du toilettage. Et la hyène solitaire, avec ruse et précision, tisse sa toile d'autorité. Nul besoin de rugissement ni de combat héroïque. La suprématie se construit dans le silence de l'efficacité. Les mois ont passé. La jeune hyène n'est plus la même. Sa démarche est assurée, son corps plus robuste, son regard plus serein. Elle dirige désormais un petit clan, compact, uni et tempéré par l'adversité. La roue de la hiérarchie continue de tourner, mais cette fois, c'est elle qui est à la barre. Il revient sur son ancien territoire. Il ne le fait pas avec véhémence. Il sait que la domination se gagne par les divisions, et non par des confrontations ouvertes. Il ne défie pas directement la matriarche. Il s'en prend à ses subordonnés, ceux qui l'ont supplanté. L'affrontement est chirurgical. Ce n'est pas une bataille, c'est une reconfiguration des espaces. Attaque vive, mouvement subtil. Son groupe la soutient, non pas comme une armée, mais comme une extension naturelle de sa volonté. Le clan reconnaît rapidement la nouvelle structure. Il n'y a ni cérémonie, ni proclamation. L'acceptation se matérialise par des actes, qui cèdent la place, qui occupent le devant de la scène lors des festins. La hyène, exilée pour avoir évité une mort certaine, fait désormais preuve de ruse, et son clan est désormais plus fort que jamais. Car dans le monde des hyènes, la lâcheté d'hier peut être la ruse de demain qui changera l'histoire du clan. Son histoire ne fait pas exception. Elle n'est qu'un fil de plus dans le vaste réseau de stratégies, d'échecs et de résurrections qui entrelacent la vie des hyènes et des lions sous le même ciel africain. Et au-delà des rugissements, au-delà des morsures, il y a un facteur qu'aucun d'eux ne peut contrôler, le sol sur lequel ils marchent et le climat qui les entoure. Ce n'est ni la force, ni le nombre, ni la ruse qui déterminent quand la guerre éclate, ou quand, par pure nécessité, elle doit être réduite au silence. C'est la savane elle-même, avec sa brutalité et ses caprices, qui donne le rythme de cette rivalité sans fin. Lorsque la poussière s'épaissit dans l'air, lorsque chaque souffle de vent apporte avec lui une vague de chaleur qui semble faire fondre les entrailles, les hyènes modèrent leurs mouvements. Ce qui était hier une meute bruyante et provocante est aujourd'hui un groupe qui mesure chaque pas, chaque poursuite. L'usure, sous le soleil brûlant, est un ennemi invisible mais mortel. Aucun banquet ne vaut la déshydratation, aucune embuscade ne vaut une blessure qui sans eau ne guérira jamais. Les lions le savent. Même si leur allure impose le respect, même si un rugissement peut disperser leurs rivaux, la chaleur ne fait pas de distinction. Dans ces conditions, toute confrontation est un luxe que même le mâle alpha, le plus féroce, ne peut s'offrir.
L'instinct de survie impose une trêve tacite, non par respect pour l'ennemi, mais par respect pour sa propre vie. Et lorsque les nuages finissent par se dissiper, lorsque le ciel se transforme en tempête qui fouette la terre craquelée, la dynamique change. La savane renaît. Le vert revient comme un manteau d'espoir. Les ruisseaux serpentent entre les pierres et avec eux, les barrages. En ces semaines de prospérité abondante, des territoires autrefois sujets à la guerre deviennent des espaces de transit partagés. Non pas parce que les lions et les hyènes ont fait la paix, mais plutôt parce qu'il y a suffisamment de ressources pour tout le monde. Les hyènes suivent les lions, comme elles le font depuis des millénaires. Mais elles ne chargent plus, elles marchent à distance, observant, calculant. Ils ont l'intuition magistrale que la patience leur apportera des récompenses sans avoir à prendre de risques. Les lions, le ventre plein et l'énergie préservée, lèvent à peine le regard en présence de leurs ennemis. Il ne sert à rien de lancer une bataille dont l'issue, en période d'abondance, serait sans importance. Dans une clairière ouverte, sous l'ombre fraîche d'un acacia, une troupe de lions déchire le corps d'un gnou fraîchement tué. Le sang tache la terre, l'odeur de la viande fraîche imprègne l'air, et à quelques mètres de là, un groupe de hyènes observe en silence. Ils ne rient pas, ils ne crient pas, ils attendent, tout simplement. L'essaim de vautours dans le ciel marque le rythme de cette attente, inutile de se presser. Les lions le savent, les hyènes le savent. Quand le festin est grandiose, le temps sourit à ceux qui savent gérer leur énergie. Et c'est dans ces moments-là, dans cette trêve imposée par la logique de l'abondance, que la savane révèle sa véritable loi. Survivre ne consiste pas à imposer la force à chaque instant, mais à comprendre quand le combat en vaut la peine. Ni les lions, ni les hyènes ne sont des imbéciles. Tous deux ont appris que l'arrogance d'une confrontation constante est une erreur que la nature punit sans pitié. Mais cette trêve est un équilibre fragile, car il suffit que les pluies cessent, que les troupeaux de proies commencent leur migration vers d'autres terres, que les feux de la guerre se rallument. Lorsque la nourriture se fait rare et que la chaleur monte, les calculs changent. La patience sera remplacée par la nécessité et les distances respectées deviendront des territoires disputés. Car la savane n'offre aucun répit éternel. Chaque pause n'est qu'un répit, un interlude dans la symphonie de la confrontation. Et c'est précisément cette conscience, cette capacité à lire le rythme de la terre qui leur a permis de demeurer les prédateurs les plus imposants d'Afrique. Ils boivent tous deux la même eau. Ils marchent tous deux sur la même terre. Ils respirent tous deux sous le même soleil impitoyable. Ils sont rivaux, mais aussi le reflet l'un de l'autre. Adaptables, résilients, mortels. Tant qu'il y aura des proies à chasser, des étangs à gouverner et des territoires à surveiller, la guerre continuera. La trêve ne dure jamais plus longtemps que la nécessité le permet. Dans la savane, le calme n'est qu'un murmure avant que le cycle ne reprenne sa marche. Là où un conflit prend fin, un autre commence à se développer, alimenté par les mêmes forces qui soutiennent la vie, la faim, le territoire et la survie. Un lion solitaire avance sur un sentier que lui seul connaît. Ses pas sont lents, mais chaque empreinte est une marque de possession. Il frotte sa crinière contre un buisson, laissant son odeur comme une signature invisible, un avertissement pour quiconque ose franchir les frontières de son empire. Il ne marche pas avec désinvolture. Son regard est alerte, ses oreilles frémissent au moindre bruissement de branches. Il sait que chaque pas est une affirmation de puissance et une invitation au défi. À des kilomètres de là, à l'autre extrémité du territoire, une hyène matriarche guide son clan. Ses mouvements sont plus subtils, presque imperceptibles. Il ne crie pas, il ne harangue pas. Il lui suffit de tourner la tête pour que les autres comprennent l'ordre. Le clan avance en bloc, reniflant le sol, déchiffrant les empreintes fraîches laissées par les autres. Chaque odeur, chaque piste recèle un indice. La hyène ne recherche pas le combat direct, mais elle connaît la carte invisible de la savane et sait comment naviguer dans les failles du pouvoir félin. Lion et hyène parcourent leur domaine avec la même logique. Tous deux comprennent que le contrôle ne s'exerce pas uniquement par les crocs, mais par une présence constante. Ce ne sont pas des prédateurs solitaires, chacun dépend de son groupe, du réseau social qui le maintient au sommet. Et c'est là la première grande vérité de cette rivalité. Les lions et les hyènes sont avant tout des architectes d'alliance. Aucun prédateur n'est plus apte au travail en équipe qu'eux. Leurs stratégies peuvent être différentes, leurs méthodes antagonistes.
Mais ils partagent le même principe. La survie est un projet collectif. Les lions chassent dans des embuscades coordonnées, chaque membre remplissant un rôle spécifique. Les hyènes tissent des filets de siège, épuisant leurs ennemis avec une précision mathématique. Aucune espèce ne survit sans l'autre. Elles ont besoin l'une de l'autre, se mettent la pression et se perfectionnent mutuellement. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Tous deux dominent de vastes étendues de terre, où chaque étang, chaque colline, chaque arbre isolé fait partie de leur plateau de jeu. Tous deux sont des chasseurs opportunistes, capables de changer de stratégie en quelques secondes. Et tous deux comprennent que les jeunes animaux apprennent non pas par des leçons, mais par l'expérience brute de la savane. Vigilance constante, patience à l'affût, calcul froid au moment d'attaquer. L'environnement ne leur offre aucun répit. Sécheresse, migration de proie, compétition avec d'autres charognards. Tout concourt à faire de la survie un acte de résistance quotidien. Mais les lions, comme les hyènes, ont façonné leur corps et leur société pour durer. Les mâchoires d'une hyène, capables de broyer les os comme des brindilles sèches. La musculature dense d'un lion, conçue non seulement pour tuer, mais aussi pour endurer des sièges prolongés sans perdre de terrain. Quelque part dans ce territoire partagé, les chemins du lion et de la hyène matriarche se rapprochent. Il n'y a pas encore de rencontre directe, mais l'atmosphère s'épaissit. Tous deux lisent les signes. De l'urine fraîche, des empreintes fraîches, une carcasse à moitié dévorée. Ils n'ont pas besoin de se voir. Ils savent qu'ils sont proches. Et même si aucun des deux ne recherche la confrontation immédiate, tous deux sont prêts. Il n'y a aucune haine dans leur regard, aucune gloire dans leurs mouvements. Seulement du calcul, de l'instinct et la certitude que l'équilibre dépend du maintien de cette tension. Demain pourrait être un jour de combat, ou peut-être un jour de trêve silencieuse. Mais ce ne sera jamais un jour de paix. Tant qu'il y aura des proies à chasser, des sources d'eau à gouverner et des territoires à défendre, les lions et les hyènes continueront ce duel sans fin. Non pas par caprice, non pas par inimitié éternelle, mais parce que la nature, dans son architecture parfaite, a inscrit dans ses os que l'on a besoin de l'autre pour éviter la chute. Le cycle ne sera pas brisé, il continuera à tourner sans fin.